Tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux, que de nous suivre dans le monde via Canal Plus au 346 et sur d'autres plateformes. Direct, vous nous suivez en direct de la capitale congolaise Kinshasa, RDC bien sûr. Et grand parce que nous recevons les grandes figures qui débattent, qui critiquent, qui analysent, qui commentent les grandes questions d'actualité. Et ce jour, nous faisons honneur à une femme, Wivine Chimoussa, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est cadre de l'UDPS, donc de l'Union Sacrée. Elle est facilitatrice de la plateforme Forum des leaders, donc de la société civile. Les thématiques que nous allons aborder avec notre invité, vous le savez, et encore après la signature de la charte de l'Union Sacrée, tout de suite, certaines figures de proue de l'opposition se sont retrouvées à Lubumbashi, Katumbi, Sesanga, Matata, Fayulu Mukwege. Et à l'issue de leur rencontre, une déclaration commune a été lue. Ils s'engagent à militer contre la vie chère, à exiger le délai constitutionnel, dire non à une quelconque révision constitutionnelle visant une discrimination. Nous en parlerons tout de suite avec notre invité, mais entre autres, la loi Tchani aussi fait débat. Et vous le savez, de voix s'élèvent. Pour certains, c'est une initiative visant à écarter certains potentiels candidats à la présidentielle de 2023 et d'autres, cette proposition de loi de Tchani serait une menace, un danger pour l'intégrité, pour l'unité et pour la cohésion nationale. Nous allons enfin chuter avec notre invité le mois de mars qui avait été dédié à la femme. Elle a pris fin. Quelles leçons tirer? Quel défi reste à relever? Voici les grandes questions qui feront l'objet de notre échange, de ce débat, de cette analyse avec Wivine Chimoussa. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Wivine Chimoussa. Merci beaucoup, Joseph. Vous êtes dans votre aise? Très à l'aise. Hein? Alors, élection 2023, avant que nous n'arrivions là où les Romains s'empoignèrent, ça veut dire des camps qui se dressent finalement. Un front de l'opposition, Union Sacrée. Comment vous voyez, selon vous, les élections 2023? Une réalité ou encore ça patauge au regard de certaines irrégularités dénoncées ça et là? Je dirais que les élections sont vraiment... La machine est déjà en marche. Ceux qui sont en train de rêver, qu'ils continuent à rêver. Mais nous avançons. Ce n'est pas pour rien que la charte de l'Union Sacrée a été signée. C'est pour prouver qu'incessamment, les élections auront bel et bien lieu en 2023. Alors, les élections qui auront bel et bien lieu en 2023, est-ce que vous croyez que ce sont des élections qui sont parties sur base de confiance entre parties prenantes? Ben, c'est que, à ma connaissance, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Depuis 2006, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a toujours été à la veille des élections comme cela. Il n'y a jamais eu confiance entre nous déjà Congolais. Donc il n'y a rien de nouveau sur cette terre. En 2006, c'était toujours comme ça, avant les élections. On n'avait pas confiance à la CEI. En 2011, on n'avait pas confiance à Malumalo. En 2018, on n'avait pas confiance à Nanga. On avait qui ça, puisqu'on était dans l'opposition. Et maintenant, là, en 2023, c'est la même chanson. Mais moi, ce que je sais, j'ai confiance à l'équipe Kadima. Et ils ont produit un calendrier. Et on avance. On avait parlé d'abord qu'il n'y aura pas enrôlement. L'enrôlement est là, on critique les cartes. Les cartes sont bel et bien des cartes avec code QR, avec toutes les informations qui sont en train d'ailleurs de permettre à ce que l'ONIP puisse avoir d'autres informations à partir d'enrôlement des électeurs. Mais alors, je veux un peu vous dans relancer. le cadre de la mutualisation. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez pour jurisprudence, pour un exemple patent, comme l'UDPS avait boycotté l'élection en 2006, le pays a marché. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez mieux fait les choses qu'hier? Aujourd'hui vous avez fait les choses pires qu'hier?
Nous, on a mieux l'UDPS fait. au pouvoir, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Non, malheureusement, je ne viens pas parler au nom de l'UDPS. Permettez-moi de parler par rapport aux élections. Et moi, je pense que nous sommes en train d'avancer. Les choses sont en train de se dessiner mieux qu'avant 2006. C'est vrai, les gens sont en train de raconter que non, les cartes de 2008, c'était des cartes en couleur. Ça n'a rien à voir. La couleur n'a rien à voir avec les informations qui sont sur la carte. Ça n'a rien à voir. Et de fausses informations circulent. Même en 2018, les mêmes choses, les mêmes informations ont circulé disant qu'il y a des électeurs et des machines dans les maisons. En 2006, il y en avait. Moi, j'étais à cette époque-là. J'ai même fait la sensibilisation électorale dans le cadre de notre ONG, de notre plateforme de la société civile qui traite dans notre thématique électorale. On a fait la sensibilisation, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a dit qu'il y avait des machines qui étaient des enrôlements qui étaient dans les maisons. En 2006, c'était la même chose, la même chanson. Hein? On a entendu aussi la même chanson cette année. Mais ce qui est vrai, Kadima a placé des communiqués. Il a même donné des numéros pour dire que si vous voyez des anomalies dans les centres d'enrôlement, informez-nous, communiquez-nous tout de suite, on va prendre action. Et ils sont en train de prendre des mesures correctives. Et je salue vraiment Kadima avec son équipe d'enrôlement, dans le sens où ils écoutent les doléances que la population présente. Quand il s'agit d'ajouter le nombre de jours, ils n'hésitent pas d'ajouter le nombre de jours selon les déshydratats Et pourtant, ce nombre de jours aussi impacterait sur le calendrier. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On avait pris des dates fourchettes qui permettraient à ce qu'on puisse ajouter qui de 10 jours, qui de 15 jours. Vous voyez qu'on n'ajoute pas au-delà d'un mois. On ajoute des jours. Et avec l'ajout des jours, on arrive à enrôler la grande masse de la population et des électeurs. Donc, moi, je pense qu'on est encore dans la fourchette. À moins qu'il y ait un blocage qui surviendrait subitement pour empêcher que nous ne puissions pas respecter le calendrier. Non, mais quand même, jusque-là, en tout cas... Kadima aussi, à l'époque, en publiant son calendrier, avait évoqué un certain nombre de contraintes. Oui, c'est vrai. Notamment d'ordre sécuritaire et financier. Est-ce que ça... Oui, mais jusque-là, par rapport aux contraintes d'ordre sécuritaire, on a pris d'autres dispositions d'enrôler, les déplacer là où ils se trouvent. C'est vrai, il y a certaines zones où jusque-là, on ne peut pas accéder. Et je rappellerai à l'opinion, aux amis qui sont restés à l'opposition, qu'en 2018, on n'avait pas fait les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y avait aussi à Yumbi, la guerre. On n'avait pas fait les élections là-bas. À Beni, on n'avait pas fait les élections là-bas. Et aujourd'hui, je crains que ça soit la même chose. Mais jusque-là, nous sommes dans le bon. Et la CENI ne nous a pas encore dit qu'il est totalement empêché d'enrôler une bonne partie de la population. Mais il y a certains experts électoraux qui estimeraient que déjà le processus serait déjà mal parti avec un grand retard. Je prends ici l'exemple de Jérôme Bosso, je prends l'exemple de comment il s'appelle encore, Mouchagaloucha, Dieudonné, qui ensemble estiment que tout compte fait, c'est impossible de tenir les élections dans le délai. Mais lorsque vous criez tambour battant que le délai sera respecté, c'est d'un discours politicien ou c'est de la véracité des faits? Ce n'est pas un discours politicien. C'est un discours qui, quand je rentre un peu sur nos amis de la société civile, en 2018, on disait avec eux que ça sera impossible qu'on puisse aller aux élections. On a exigé le dialogue. Le dialogue a chuté sur quoi? Sur le partage du pouvoir. Et c'est ce qu'aujourd'hui, entre autres, certains opposants veulent. Et finalement quand il faut parler des opposants, je ne sais pas au finish, qu'est-ce que ces opposants veulent? D'un côté, ils disent que non, avec la CENI actuelle, on ne peut pas aller aux élections, il faut qu'il y ait consensus. Et si on doit aller dans le consensus,
Le consensus, ça va se faire à quelle période? Et entre-temps, eux-mêmes, ils disent, on ne veut pas dépasser d'un seul jour la date prévue pour les élections. Finalement, ils veulent qu'on aille aux élections ou ils ne veulent pas. Mais moi, je suis confiant. Jusque-là, je suis confiant au calendrier que la CENI a publié. Et vu les aires d'enrôlement et le travail qu'ils sont en train de publier au jour le jour des nombres d'enrôlés, actuellement, on ne reste plus qu'avec la dernière ère d'enrôlement où on a ajouté encore quelques jours. Et je pense que cela ne peut pas totalement empêcher à ce que nous puissions aller aux élections, à moins que le Parlement puisse connaître un retard par rapport à la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Puisque au niveau de la CENI, à ce que je sache, on est en train de faire la compilation, on est en train de faire au fur et à mesure qu'on termine chaque ère, on publie et on compile déjà les données, on nettoie déjà les fichiers pour élaguer les doublons. Et les gens n'ont pas compris pourquoi on avait réparti en plusieurs zones les enrôlements, on a réparti en 3 heures. C'est pour permettre à ce qu'au moment où on est en train de travailler sur le second ère d'enrôlement et le troisième, la première zone sera déjà nettoyée, sera déjà fin prêt. De telle sorte que quand on va arriver à la dernière étape de la troisième ère d'enrôlement, on aura déjà terminé les 2 autres heures et ça ne restera plus qu'un travail de dernière minute. Donc le travail que Kadima est en train de faire, c'est un travail de professionnel, un travail technique d'un professionnel, d'un expert au fait. Puisque tel qu'il travaille, au départ, les gens disaient que 3 mois, c'est pratiquement impossible. Mais nous sommes en cours dans ces 3 mois-là qu'il avait prévu pour terminer l'enrôlement de tous les électeurs sur toute l'étendue de la République démocratique. En plus, il y a une innovation. On a pris les Congolais de l'étranger. Ça, c'est une nouvelle innovation. Je voulais vous relancer. Une innovation. Est-ce que cela a été contrôlé aussi? Du fait que sur le plan national, on a déjà décrié un certain nombre d'irrégularités, la détention irrégulière de machines, des cartes d'électeurs vierges. Mais est-ce qu'à l'étranger, ce n'est pas peut-être pire que ça? Peut-être que ça n'a pas été dit à haute voix, certaines irrégularités. Non, mais moi, je ne pense pas qu'à l'étranger, c'est pire, puisque ça se faisait dans nos ambassades. Et on avait les bureaux d'inscription qui étaient sur place. Ils avaient des instructions sur le document qu'on devait produire pour se faire enrôler. Est-ce que cela a été... Moi, je vais témoigner mes enfants. Mes enfants qui sont en train d'étudier là-bas, ils sont partis avec leur passeport et ils ont présenté les passeports. Pour ceux qui ont déjà la nationalité, il y a des amis qui ont déjà la nationalité française, belge, ils n'ont pas pu se présenter puisqu'ils n'avaient pas les documents requis pour se faire enrôler. Ils avaient le souci de se faire enrôler. Ils nous ont présenté leur doléance. On m'a dit non, mais désolé, vous ne pouvez pas vous faire enrôler puisque vous n'avez pas ni passeport ni carte de résident pour vous faire enrôler. Ils ne se sont pas fait enrôler, malgré qu'ils se sont présentés là-bas. Ils n'avaient pas de documents requis pour se faire enrôler. Donc tout était contrôlé. À mon humble avis, quand on parle des cartes vierges que certaines personnes qui se retrouvent dans les maisons de certaines personnes, mais quand ils vont faire ces enrôlements dans leur maison, ils vont aller avec ces cartes où? Ça n'arrivera pas à la CENI. Alors aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de louer la bravoure de l'équipe Kadima et les travaux abattus jusque-là, est-ce que c'est pourtant dire que les autres qui décrient ou qui dénoncent n'ont pas droit au chapitre que d'insister sur un consensus, à la limite, ils demandent même un dialogue de 2 ou 3 jours pour tabler sur l'évolution du processus électoral et réajuster les tirs? Bon, à l'heure actuelle, je ne sais pas, c'est ce que je disais. À l'heure actuelle, d'abord, il y a eu un certain groupe des opposants qui avaient appelé la population à ne pas aller se faire enrôler, mais ils n'ont pas réussi.
Puisqu'on les a vus, les mêmes personnes qui décriaient, qui disaient, oh, il ne faut pas aller se faire enrôler, il ne faut pas aller prendre ses cartes. Tous, on les a vus dans les centres d'inscription se faire enrôler. Déjà, ils sont contradictoires par rapport à leurs propos eux-mêmes. Et quand ils parlent d'un consensus, moi je pense qu'à l'heure actuelle, la machine est déjà déclenchée. Je ne sais pas le consensus dont ils demandent, c'est sur base de quoi? Puisque quand ils demandent qu'il faut qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire qu'on doit faire on doit mettre un autre bureau, la CENI en place, on doit reconstituer la Cour constitutionnelle. Reconstituer la Cour constitutionnelle. Ça va nous amener à un retard pas possible. Ça dit que ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on puisse aller aux élections en décembre 2023 et au même moment, ils tiennent un autre discours à côté pour dire que non, nous voulons pas que la date prévue par la CENI puisse être dépassée d'un seul jour. Mais entre nous, vous êtes contradictoires entre vous. Et alors, Wivine Choumoussa, cadre de l'UDPS, facilitatrice de la plateforme Forum de leaders, vous êtes l'invité de ce magazine. Comment vous avez analysé, commenté, critiqué, quelle lecture avez-vous fait de ces figures qui se sont retirées à Lubumbashi, Katumbi, Matata, Fayulu, Sesanga, Mugweke, ensemble pour construire ce front qui pourra pousser le régime en place à respecter de 1 le délai conditionnel. Vous avez suivi dans leur déclaration commune, de 2 n'est pas touché à la Constitution, à la modification visant à une discrimination, de 3 contre la vie chère, et de 4, ils sont revenus sur la libération de tous les prisonniers politiques, la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Le front en soi fait-il peur à l'Union sacrée? Ce front constitué de ces figures emblématiques, entre guillemets bien sûr, de l'opposition. Personnellement, je ne vois pas qui peut faire peur à Félix dans ces figures-là, tous ces figures-là. Puisqu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble en 2018. Ils étaient ensemble. Hein? Matata n'était pas là. Moi, tout ce que je sais d'abord, Matata n'était pas là, il était de l'autre côté. Mukwege n'était pas là. Mukwege, bon, dommage, parce que c'est pourquoi moi je dis, je sens qu'il y a un amalgame dans cette équipe-là qui se forme là. Il y a, je dirais comme, c'est un monstre à plusieurs têtes. Monstre à plusieurs têtes, peut-être, mais je ne dirais même pas un monstre, mais un flou pour moi. Puisque quand je prends Denis Sesanga, Denis Sesanga, malheureusement, ce sont des politiciens qui ne sont pas constants, on ne sait pas où ils sont ou qu'est-ce qu'ils veulent. En 2018, il était avec Katumbi et il est parti se présenter pour le compte de l'IDPS comme député national pour maximiser ses chances d'être élu comme député. Et il a dénoncé, il a lui-même dit sur les chaînes de la télévision qu'il a demandé la permission à Katumbi. Mais finalement, le même Denis Sesanga, il a commencé où? Il était à MLC. Donc, moi, je me dis qu'avec des politiciens comme ça, cette équipe-là, c'est une équipe qui pourra se dissoudre d'ici là. Puisqu'il y a un amalgame de gens non constants dans ces groupes-là. Et moi, je dis que, bon, ça ne peut pas faire peur à l'Union sacrée. Alors déjà, une marche... Dans l'Union sacrée, une marche prévue pour le 13 mai. Les figures qui sont dans l'Union sacrée, lesquelles, par ce exemple? sont des grandes figures qui ont fait un grand travail du côté de l'opposition. Quand je prends déjà MLC, je prends l'IDPS lui-même. Vous prenez Mbosso? Ce sont les 2 grandes machines. Je ne parlais même pas encore, je n'entre pas encore chez Mbosso. Alors, mais quand je prends déjà ces 2-là, ce sont des grandes figures. En termes de quoi? Fayulu, oui. Avec son SID. C'est une grande SID. figure lui aussi. Fayulu avec son SID, il a commencé quand par rapport à MLC? Mais quand même, il a été deuxième à la présidentielle de 2018. Il a été deuxième à la présidentielle de 2018. Avec quel appui? S'il était parti seul comme président de l'ECD, avec son parti politique, il allait atteindre ses niveaux de deuxième. Non. Pour preuve, il a combien de députés à l'Assemblée nationale?
Ouais. Donc, moi, je dis que c'est des bonnes guerres. Hein. Ils n'ont qu'à rester dans l'opposition, mais c'est mieux de faire une bonne opposition. Nous avons beaucoup de thématiques sur lesquelles l'opposition peut peser de tout son poids. Il y a cette guerre à l'Est qui nous a été imposée il y a 2 décennies, durant 2 décennies et jusqu'aujourd'hui, qui met les pays à genoux. Oui, vous avez vu l'opposition marcher ici. Vous avez vu Matata marcher ici, à côté de Faïlou. Ça a été organisé. Mais ils ont marché, ils ont dénoncé quoi? Ils ont commencé à demander au gouvernement actuel de terminer cette guerre. Matata Pogno, Muzito, ils étaient là quand ils ont signé les accords de 2013, ils étaient là au gouvernement avec Kabila, le président Kabila, ils étaient là. C'est eux qui nous ont mis dans ces pétrins que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si aujourd'hui, la communauté internationale est en train de dénoncer ouvertement Kagame comme l'instigateur principal de la guerre de l'Est, c'est à cause de la diplomatie du chef de l'État. C'est à cause de la diplomatie. Si aujourd'hui, même lui-même Kagame, hein, comme on dit en lingala ndoki, si aujourd'hui il commence à se déclarer ouvertement qu'il réclame des terres au Congo, c'est à cause de ce que Félix est en train de faire comme effort pour terminer, en finir avec les M23 et toute cette série de milices que Kagame est en train de monter à l'Est pour fragiliser le gouvernement de la RDC. Et alors, aujourd'hui, ce front de ces figures, face à Félix Tshisekedi 2023, n'avez-vous pas peur de quelque chose? C'est non-événement. D'ailleurs, vous verrez leur marche du 13 qui planifie le 13 mai ici. Ça n'aura aucun impact. Puisqu'ils sont en train de faire un amalgame de choses. Entre-temps, vous réclamez qu'on puisse faire un consensus autour de la CENI, qu'on puisse changer les acteurs de la CENI, qu'on puisse changer les acteurs de la Cour constitutionnelle. Entre-temps, on doit respecter le calendrier électoral. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez au fait? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Alors, Madame Wivine Chimoussa, est-ce qu'aujourd'hui, c'est dire que vous êtes rassurée de vous-même? Autrement dit, l'Union sacrée est-elle orgueilleuse du fait de dire que devant vous, en 2023, vous n'avez aucun danger en termes d'un candidat potentiel à la présidentielle qui pourra bouleverser les donnes face à Félix Tshisekedi? En tout cas, il n'y aura pas. Un outsider n'est pas envisageable. Vous n'avez pas peur d'un outsider? Il n'y aura pas un outsider. Jusque-là, en tout cas... Mukwege ne peut pas se le prendre. Mukwege, il a quelle base? Qu'on se le dise. Mukwege est en train de s'embourber pour rien. Bon, c'est vrai, hein? Il faut toujours tenter. Il faut toujours commencer quelque part. Je l'encourage. Il est, comment on dit? Le prix Nobel. Il est le prix Nobel de la paix. Moi, j'aurais bien voulu qu'il puisse rester dans son domaine. Hein? Je le conseillerais de rester dans son domaine. Bon, je ne sais pas. Derrière lui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'instigue pour y aller. Mais encore là, je suis en train d'interpeller nous, Congolais, nous devons faire attention. Évitons de continuer à travailler avec des étrangers qui ne veulent pas que la RDC puisse décoller. Nous tous, nous savons ça. Si Kagame est en train de mettre l'Est du pays à genoux aujourd'hui, de mettre la RDC à genoux, vous croyez que la République du Rwanda telle qu'il est là, lui seul, sans le soutien des étrangers, il peut mettre la RDC en difficulté? Donc, selon vous, ce front anti-régime bénéficie du soutien des étrangers? Moi, c'est clair. C'est clair. Et selon vous? Mais c'est ce qui est malheureux. Et c'est là que je serais même tenté à soutenir tant soit peu comment on dit, la loi de Tchani. C'est vrai, pour le moment, moi, cette loi, je n'aimerais pas qu'on puisse en parler pour le moment. Laissons d'abord avancer les choses. Que nous puissions stabiliser les choses. Déjà, au niveau de notre pays, nous n'avons pas de pièces d'identité. Pour le moment, qui est congolais exactement? Ils n'ont pas de carte d'identité.
Ça fait combien de décennies on n'a pas de carte d'identité? Alors, revenons un peu par rapport à ce front anti-régime composé de Matata, Fayulu, Mukwege, Sesanga. Mais ont-ils raison ou pas aussi de parler de la vie chère? La marche du 13 mai, parmi les revendications, c'est aussi dire non à la vie chère en RDC. La vie est-elle devenue chère, oui ou non? La vie est devenue chère, oui. Sur votre régime. C'est pas sur notre régime seulement que la vie est devenue chère. Qu'est-ce que lui, Matata, quand il était là? Est-ce que le social du Congolais était au rendez-vous? Il avait quand même stabilisé Ils ont fait 18 ans. le cadre macroéconomique. Ça, c'est stabiliser le cadre macroéconomique, oui. Mais dans l'assiette du Congolais, à leur régime, c'est le cadre macroéconomique que les Congolais pouvaient manger. Bukangalonzo, ou le dossier Bukangalonzo, il est où? Il avait promis qu'il allait donner la farine de maïs au Congolais. Il l'a donné. Mais aujourd'hui, avec Félix, le projet Kanyamaka CC, là, on voit la production. On voit la production. On le vend sur les marchés. Si aujourd'hui le dollar a augmenté de valeurs, il y a inflation. Oui, est-ce que c'est... Oui. Il y a plusieurs paramètres qui sont au rendez-vous. Vous recourez à la planche à billets. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres. Selon Matata, vous recourez à la planche à billets. À leur époque, pendant 18 ans, ils n'ont pas recouru à une seule fois aux planches à billets. Quand ils ont redressé le système macroéconomique, c'est vrai, ce n'était qu'au niveau des chiffres, mais dans les concrets, dans la pratique, la gratuité, ils avaient entamé la gratuité, qui n'ont même pas réussi à construire les 1000 écoles qu'il avait promis. Il peut parler, mais attendez, il y a certains Congolais, bon, nous sommes en démocratie, c'est vrai, mais il y a certains Congolais qui ne pouvaient même pas parler aujourd'hui, entre autres lui Matata Pogno. Si la gratuité est en train de patauger un peu aujourd'hui, c'est puisqu'il n'a pas prévu les 1000 écoles qui étaient prévues dans le cadre du plan intermédiaire de l'éducation. Mais s'il avait été chevaux à l'Union Sacrée, il aurait été blanchi. Il est parti construire son université. À l'Union Sacrée, l'Union Sacrée il lui est permis de parler. L'Union Sacrée quand il est en déphasage avec l'Union Sacrée, il doit se gêner de parler. Moi, en tant que personne, en tant qu'analyste politique, je sais qu'il y a certaines personnalités qui sont entrées dans l'Union Sacrée pour chercher à se faire blanchir. Mais qui se trompent, hein? Qui se trompent. On ne vient pas dans l'Union Sacrée pour se faire blanchir. Personne ne va blanchir personne dans l'Union Sacrée. Si on vous attrape, vous êtes fautif, la justice va s'occuper de vous. Alors, pour vous, la charte de l'Union Sacrée, une garantie pour une réélection rassurée de Félix Tshisekedi en 2023, le sens que vous donnez à cette cérémonie qui a eu lieu, la signature de l'Union Sacrée, de la charte de l'Union Sacrée? Non, je ne dis pas même la charte de l'Union Sacrée, c'est une garantie. Moi, je dis que l'IDPS, lui seul, peut se battre et renflouer et faire passer Félix dans le contexte actuel, à la seconde mandature. Nous savons très bien que le projet de société de l'IDPS, de Félix, aux élections, c'était pour 10 ans. Et il n'a pas encore réalisé ce projet, tout simplement pourquoi? Puisque au premier mandat, il a signé des accords avec ceux-là qui ont mis le pays à genoux, le FCC. C'est sur le plan stratégique que nous sommes en train de chercher à nous battre pour essayer de mettre la batterie en marche. Mais on n'en est pas encore là. Les gens sont en train de se... Et pour vous, un deuxième mandat est un acquis? Oui, un deuxième mandat, c'est un acquis. Un acquis, c'est un acquis constitutionnellement, mais encore assez battre sur le plan pratique. Puisque le bilan est positif. Du genre. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de personnalités. La gratuité, vous applaudissez. Il y a beaucoup de personnalités qui sont entrées dans cette histoire de l'Union Sacrée. Pourquoi? Puisqu'ils ont vu, ils sont en train de voir les œuvres que Félix Tshisekedi, avec sa vision, est en train de mettre en place. Alors, les personnalités, entre autres, Batou Lukwebo. Batou Lukwebo est entré par conviction. Il est entré par conviction. Aller à Tundu. MLC. Si Bemba a accepté, qui avait soutenu la candidature de qu'on se le dise. Si Bemba, un poids lourd comme Bemba, accepte de prendre la vice-primature de la défense, vous croyez qu'il n'est pas convaincu que nous devons
soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour que au deuxième mandat, nous puissions relever ces pays, sortir les pays dans la honte qui nous sont, que le FCC, Kabila et sa clique nous ont mis, dans lesquels nous ont mis, dans le pétrin dans lequel nous ont mis. Aujourd'hui, le chef de l'État dit, il n'y a pas de dialogue avec les M23. Vous voyez ce que ça a donné comme boom avec Kagame. Il a commencé à crier. Hein? Donc, ce qu'on soit belé na misuboye, à Monique, diwana nga yango il faut na bimisasko na poisa. Bitumbeza ki na molili, siko yo Kagame abimi na poisa. Suite à quoi? To dénoncer. Alors aujourd'hui, permettez-moi d'entrer un peu à Lingala sur ça. Lorsque vous voyez les personnalités qui sont côté Union Sacrée, que vous applaudissez, hein, et ces figures ou d'autres personnalités aussi qui sont du côté de l'opposition, parce qu'on ne parle pas que de l'opposition de ce front qui a été créé à Lubumbashi. N'oubliez pas aussi le FCC de Joseph Kabila. Alors, somme toute de cette frange de l'opposition face à vous et face au peuple, quelle sera votre chance sur terrain? Parce que chacun devra convaincre l'électorat au moment venu. Personnellement, quand vous parlez des FCC, ça me fait mal au cœur. Et puis, j'ai pitié des Congolais qui vont soutenir encore les FCC. Le seul Congolais qui va soutenir encore les FCC, je ne sais pas, peut-être que sa famille était ministre du FCC, peut-être la famille d'un ministre du FCC qui va soutenir. Mais puisque déjà... Mais est-ce qu'il n'y a pas certains acquis du FCC qu'il faut préserver? Les FCC déjà vidés, presque vidés. A muté vers chez vous, à l'Union Sacrée. Et même ils ont muté. Ils ont vu les œuvres de Félix Tshisekedi. Ils ont vu. Oui, ils ont palpé ça. Oui, Binti Moussa, vous êtes de l'UDPS, vous êtes facilitatrice de la plateforme Forum des leaders. Nous sommes en train d'évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le climat est-il favorable pour des élections apaisées? Si jamais il y aura élection dans le délai tel que vous rassurez ou tel que la CENI rassure jusque-là, est-ce que le climat nous permet ou permettra des élections apaisées, crédibles et surtout inclusives, où aucun candidat ne pourrait être écarté de la compétition? Nous n'écartons pas de candidats. La loi électorale est sortie déjà. Et la loi Tchani est accusée de venir en appui pour écarter. On a parlé du dossier Bokangalozo, c'était pour écarter Matata. La loi Tchani est venue pour écarter Katumbi. Vous avez même suivi Christian Mondo qui a menacé que si cette loi passait, le Congo sera balkanisé. Non, ça ce sont des menaces qui n'ont pas leur place. Puisque la loi Tchani ne vient pas de l'Union Sacrée. Ce n'est pas l'Union Sacrée qui a mis cette loi cette proposition. En place, cette proposition de loi. Ce n'est ni le gouvernement qui a introduit cette proposition de loi. Ce n'est ni la CENI qui a inscrit dans sa loi électorale cet article-là. Puisque la loi Tchani, les gens ne lisent pas très bien cette loi. Malheureusement, cette loi, pour moi, j'ai dit que cette loi est venue en retard. Normalement, la loi en question devait venir avant qu'on puisse promulguer la loi électorale. Donc, pour l'instant, elle n'est pas opportune. Pour le moment, personnellement, j'ai dit que cette loi, pour moi, personnellement, elle n'est pas opportune. Puisque nous ne voulons pas qu'on puisse nous distraire. Que cette loi soit là, qu'elle ne soit pas là, moi, j'ai dit, haut les mains, même si Katumbi s'est présenté comme candidat, c'est la loi électorale qui va l'écarter. C'est la loi électorale qui va l'écarter. Est-ce que lui, il est congolais d'abord? Il a la carte d'électeur du Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui c'est dire parce que l'identité, d'abord, ça, je ne vais même pas parler de Katumbi personnellement, puisque la loi n'est pas personnelle. Cette loi, elle est impersonnelle. Elle est vraiment impersonnelle. Et cette loi, on finira par la mettre sur table. Puisque les grands problèmes que nous avons d'abord au Congo, nous devons savoir qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Et comment procéder pour se rassurer selon vous? Qui est Congolais, qui n'est pas? Le travail de recensement. Mis de côté d'abord cette fameuse proposition de loi. La carte d'identité, c'est ce qui identifie un Congolais. Ça fait combien d'années on n'a jamais fait le recensement dans notre pays?
Voilà les choses que l'opposition devrait réclamer à la majorité au pouvoir. Mais ils sont en train de chercher des histoires pour leur ventre, pour leur intérêt personnel. Ils n'ont pas les soucis de cette population. Par contre, le chef de l'État, avec sa vision du peuple d'abord, il a les soucis du peuple. Il cherche ce que le peuple doit avoir. Et qu'on lui laisse le temps de mettre les choses en place, de relever le pays qui était par terre pour l'amener quelque part. Pour le relever à un certain niveau. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Alors, puisque toutes les batteries sont en marche, le programme de 145 territoires, ça bouillonne dans toutes les provinces. Ça bouillonne, il y a du travail dans toutes les provinces par rapport à ces programmes-là. Et l'opposition savent que si ces programmes aboutissent, ils n'auront pas quelque chose à dire, à présenter à la population. Quel est le projet de société que tous ces groupes des opposants qui sont partis à Lubumbashi, ils vont présenter à la société? La GECAMIN ici a été mise par terre sous quel régime? C'est sous le régime de ces Matata Pogno et de ces Katumbi et consorts. Alors, Madame Ouvine Chimoussa, nous tendons vers la fin de ce magazine de direct grand débat. Et pour vous, le deuxième mandat, c'est un acquis, c'est rassuré. C'est un acquis. Et alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devra tourner la page. Le projet de société, pour votre information, le projet de société de Félix Tshisekedi Tshilombo, lors des élections de 2018, il avait un projet de 10 ans. Les gens oublient vite. Son projet, c'était un projet de 10 ans. Ça dit qu'il avait déjà comme un aigle. Lui, nous, on l'appelle aigle. Au niveau de l'UDPS, on l'appelle aigle. 10 ans qui ça dit qu'il projetait déjà son programme de société sur 10 ans. Ça dit que le premier mandat, 5 ans, puisqu'on savait déjà que le premier mandat, c'était pratiquement difficile qu'on puisse avoir la majorité au Parlement et à la présidence. Et c'est pourquoi on misait sur ce programme de 10 ans. Pour dire que le premier mandat, on se stabilise un peu, on voit comment on peut... Avec la coalition, on n'aura pas une marge de manœuvre, grande marge de manœuvre pour bien travailler. Et au deuxième mandat... Vous aurez la majorité parlementaire. On aura ça. Vous êtes rassurés? Nous vous rassurons qu'au deuxième mandat, on aura la majorité parlementaire et on aura... Avec les différentes forces, bien sûr, pas l'UDPS. Oui, avec les différentes forces. Avec les différentes forces qui partagent la même vision. Oui, qui partagent la même vision. Qui partagent la même vision avec le chef de l'État. On pourra maintenant mettre la batterie en marche. La batterie en marche. Et lorsque ça ira vers la fin du deuxième mandat, c'est une hypothèse. Oui. On devra songer à un dauphin. Ça peut être aussi parmi les recoupements vous ayant soutenu pour un deuxième mandat. Bon, on n'en est pas encore là. Là, on n'en est pas encore là. Ça, c'est une question qu'on pourra débattre en 2024 vers la fin. Ou en 2025 ou 26. On n'en est pas encore là. Ici, ce que nous voulons, la population congolaise, que la population ne se laisse pas distraire avec ses opposants qui sont en perte de vitesse. Et avec ces opposants qui sont sans position et qui se déposent comme des mouches à toute odeur là, qui se sent partout ailleurs. Alors, Wivine Chimoussa, nous allons devoir commencer à atterrir avec vous. Je l'avais annoncé aussi, c'était le mois de la femme, le mois de mars. Je rappelle que vous êtes aussi actrice d'une ONG défendant les valeurs, les droits de la femme. Le mois de mars a vécu, il est passé, avec tout ce qu'il y a eu, tambour battant. Quelles leçons vous avez tirées de ce 8 mars, ou plutôt de ce mois de mars qui est passé? Est-ce que vous avez été à la hauteur de la sensibilisation de la femme, de la jeune fille? Est-ce que vous avez conscientisé cette dernière à son autonomisation, à son éducation, à sa parité, à ses valeurs, à ce droit? Bon, moi je dirais déjà que la sensibilisation de la femme n'est pas seulement au mois de la femme. La sensibilisation, c'est au jour le jour. Où que nous soyons,
on se sensibilise, on planifie des ateliers. C'est vrai, le mois de mars, c'est le mois où on essaie de faire beaucoup plus d'activités. D'engouement autour des différentes activités par-ci, par-là. Mais la sensibilisation de la femme par rapport à ses droits, hein, ça se fait chaque jour. Ça se fait au fait chaque jour. Mais ce qui est bien, je dirais que là encore, je vais féliciter le chef de l'État avec le nouveau gouvernement. Il a essayé de rehausser encore le nombre de femmes dans ce gouvernement. Chapeau bas au président de la République. Et je dis que il y a eu pas mal de sensibilisation pendant ces mois par rapport à d'autres années où il y avait des fêtes par-ci, par-là. En tout cas, ce mois de mars, on n'a pas vu vraiment des manifestations du genre de fêtes dans les différents bistrots comme c'était à l'époque. Par contre, il y a eu plusieurs ateliers de réflexion, plusieurs manifestations, des conférences où on débattait sur plusieurs thèmes, entre autres l'autonomisation et le numérique. En tout cas, il y a plusieurs ateliers. Les plateformes des femmes, les différentes ONG des femmes ont fait beaucoup d'activités allant dans ce sens-là. Et c'est ce qui est bien. Je sens que les femmes commencent à prendre à bras le corps Vous avez même parlé de l'harcèlement des femmes. Oui. Et alors, aujourd'hui, quels sont les grands défis qui restent pour que vous soyez enfin un jour dire que vous êtes satisfaite du travail abattu par vous au terme de la conscientisation, de la vulgarisation, de la sensibilisation? Au moins, vous pouvez vous dire, ouf, cette fois-ci, nous avons atteint quand même un niveau acceptable de ce que vous attendez voir cette femme-là. Bon, je dirais que c'est un travail de long. On vient de très loin. C'est vrai qu'on est déjà à un certain niveau, mais qui n'est pas encore satisfaisant, puisque par rapport à l'autonomisation, par rapport à l'homme, la femme est toujours, il n'est pas encore vraiment autonome. Et même les thèmes qu'on a traités par rapport à la numérisation, il y a encore un grand travail à faire sur ces plans. Et même par rapport au pourcentage, au nombre de femmes dans les postes de prise de décision, il y a encore un grand travail. Quand je vois le Parlement est majoritaire. Il n'y a même pas 30% de femmes au niveau du Parlement, que ce soit Sénat, que ce soit... Est-ce que les femmes elles-mêmes, apparemment, s'intéressent-elles à la politique? Si. Ils s'intéressent à la politique, mais comme j'ai dit, il y a cet obstacle-là de l'éducation de la femme déjà. On dit, puisqu'il faut la méritocratie, parfois on cherche 2, 4 femmes, 5 femmes qui sont dans les... Quand on a dans les partis politiques, dans les différentes provinces, qui sont licenciées, qui sont graduées, parfois on ne les trouve pas. On trouve moins de femmes qui sont licenciées et graduées. Et les peu de femmes qui cherchent à relever la tête, il y a des fois les chefs de certains partis politiques qui ne veulent pas leur laisser la main libre. Ouais. Et c'est pourquoi je salue aussi la loi électorale qui présente cet article-là qui dit que les listes sur lesquelles les partis politiques qui auront sur les listes 50% de femmes ne paieront pas la caution. C'est déjà un pas pour booster les femmes à postuler. Donc c'est pourquoi j'ai dit il y a encore un grand travail à faire, même du côté de nous-mêmes les femmes, puisqu'il y a certaines femmes qui se sous-estiment pour rien et ils ont peur de relever la tête devant les hommes. Ouais? Peut-être que c'est dit à la culture aussi, de là où on a grandi dans certaines familles. Tu vois? Donc le travail continue, mais nous avons déjà atteint un certain niveau qui n'est pas mal, mais nous devons toujours continuer ce travail pour que nous puissions gagner le Parlement et le Sénat. C'est ça l'objectif au fait 2023. Alors, Wivine Chimoussa, cadre de l'UDPS, facilitatrice de la plateforme Forum des leaders. Un petit message pour nous séparer d'avec vous dans ce magazine par rapport à toutes ces femmes qui vous suivent précisément dans la partie est de la RDC. Oui.
Dans la partie Est, permettez-moi quand même de placer un mot par rapport au discours de Kagame, qui est un discours qui nous fâche. Et là, j'aimerais bien d'ailleurs que on puisse rappeler, le gouvernement, je ne sais pas par quel mécanisme, on puisse rappeler à Kagame que c'est la RDC qui va annexer le Rwanda. Puisque le Rwanda, c'est notre terre. Avant l'époque belge, avant 1880, moi je me rappelle, moi je suis de l'Est, hein, je me rappelle nos villages, nos chefs coutumiers allaient traverser, ils prenaient les terres là-bas, ils s'installaient là-bas, ils faisaient la loi là-bas. Avant qu'on puisse faire la conférence de Berlin, nous on avait des villages là-bas au Rwanda. C'était nos terres. Si Kagame ne le laissait pas, le Rwanda était au Congo. C'est la conférence de Berlin qui a donné cette partie, qui a séparé cette partie. Je ne sais pas par quel mécanisme pour le laisser aux Rwandais. Qu'il sache qu'il ne pourra récupérer un seul centime de la RDC. Moi, je l'ai dit, je suis de l'Est. Ma tribu, c'est la tribu que les Rwandais ne peuvent même pas oser combattre, puisque nous, on allait au Rwanda, on récupérait des terres et leurs habitants, on les annexait dans nos villages. Ils travaillaient pour nous. C'est que Kagame vous a piqué, là où ça fait mal. C'est pour dire, Kagame, il est maintenant en perte de vitesse. C'est qu'on dit la dernière danse. Voilà. Qu'il continue à crier, mais je crois que c'est la RDC qui finira par annexer le Rwanda. Alors, message à ces femmes de l'Est qui vous suivent. Et moi, tout ce que je dirais aux femmes de l'Est, qui ne doivent pas baisser les bras, c'est vrai, nos mamans, nos sœurs, ça fait mal, ils ont quitté leur village, là où ils vivaient tranquillement avec leurs enfants, ils ont été violés, ils ont été traumatisés, mais qui tiennent bon. Nous disons, comme je l'ai dit tantôt là, que d'ici là, on va en finir avec cette histoire de guerre qui n'a jamais cessé de couler le sang de la RDC. Nous-mêmes, si les étrangers qui soutiennent cette guerre ne veulent pas entrer dans la danse de la RDC, puisque la RDC va finalement se décoller, qu'on l'en veuille ou pas, puisque la population s'est déjà réveillée. Et je les encourage à continuer à se battre. Pourquoi ne pas aussi s'intéresser à la politique? Aux élections de 2023, tout ce que je demanderai à toutes les femmes, postulez là où vous êtes dans les partis politiques. Les femmes qui sont dans les partis politiques, n'hésitez pas à postuler au niveau national, provincial, municipal. N'hésitez pas à postuler. Le chef de l'État a décidé de soutenir les femmes et on nous soutiendra. Avec les paix des moyens, on va arriver. Merci beaucoup, Wivine Chimoussa, d'être venu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce magazine de Direct Grand Débat. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance dans le monde. Le prochain invité sur vous. Entre-temps, à chacun et à vous tous, excellente suite de programme sur nos antennes.